plus je travaille sur le créole, plus en fait je trouve difficile d'expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un créole. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Le français dans tous ses états. Y a-t-il une seule langue française, ou plutôt une mosaïque de langues bien vivantes ? Du créole au québécois, la langue se métisse, évolue, s'enrichit, mais elle est de plus en plus contestée dans l'espace francophone comme instrument politique. Comment faire pour que le français reste une langue vivante, un outil d'échange et non de domination ? Qu'est-ce que la francophonie aujourd'hui et à quoi pourrait-elle ressembler demain ? Dans ce premier épisode de la 3e série des Sentinelles, nous allons chercher à comprendre ce qu'on entend aujourd'hui par créole au pluriel. Carole Lambeza. Salikoko Mufwene est chercheur spécialisé en linguistique évolutive. Né en République démocratique du Congo, à l'époque où on l'appelait encore Congo belge, il a commencé sa carrière en Jamaïque, à l'Université des Indes occidentales, puis il a travaillé 10 ans à l'Université de Géorgie aux États-Unis, avant de rejoindre l'Université de Chicago. Il y est désormais professeur au département race, diaspora et indigénéité. Au printemps dernier, Salikoko Mufwene était de passage à Paris. C'est à cette occasion que nous l'avons rencontré. Il occupait la chaire annuelle Monde francophone au Collège de France, où il a notamment animé un colloque sur l'émergence des parlers et des cultures créoles. Mais qu'entend-on au juste par créole ? Pendant la colonisation du monde par les Européens à partir du XVe siècle, petit à petit, on en est arrivé à des colonies de peuplement dans le Nouveau Monde, les Amériques et les Antilles en particulier, dans l'océan Indien et aussi plus tard en Australie. On a trouvé que là où les colonies de peuplement ont produit une majorité non européenne et non indigène, c'est-à-dire colonies de plantation en particulier. Cette population non européenne et non indigène a fini par adapter la langue européenne coloniale comme leur vernaculaire, mais étant donné le système de ségrégation résidentielle entre les Européens et les non-Européens, la variété parlée par les locuteurs non-européens a divergé de plus en plus de la variété parlée par les populations de souche européenne. Les gens qui étaient d'une classe élite, ils ont comparé ça à leur façon de parler. Ils ont dit, mais notre langue a été déformée à tel point que nous, on ne peut plus la comprendre et quand ces gens les parlent, c'est comme ça qu'on nous a appelés créoles. Les créoles existent surtout dans une forme de continuum. Il y a des variétés créoles qui sont très divergentes de la langue mère, mais il y a des variétés créoles qui sont très proches de la langue mère. Et on a cru que le créole était en train de perdre son caractère créole, c'est que le continuum suggérait ça. Or, l'histoire nous apprend que dès le début, c'était comme ça. Les gens qui avaient plus de rapport avec les colons aisés ont appris des approximations plus fidèles de la langue cible, alors que les gens qui travaillaient au champ tout le temps et qui avaient rarement de contact avec les colons aisés, ils ont développé une variété qui est de plus en plus divergente. Mais à cause de la ségrégation qui a continué d'une certaine façon, et puis ces langues sont devenues des marques identitaires. Par exemple, aux Antilles, les descendants des esclaves, des populations serviles, trouvent que ça, c'est leur langue d'héritage. Ils ont développé une certaine fierté pour leur langue et c'est comme ça que cela continue. C'est aussi la langue préférée pour la culture populaire. Quand on écoute les lyriques de zouk ou de reggae, ces lyriques sont écrites en créole. C'est la langue dans laquelle les gens expriment le mieux leurs sentiments, leurs frustrations, leurs joies. Et quand on veut être intime entre soi en famille, c'est le créole qu'on utilise. Donc il n'y a pas de danger pour le créole. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, ça fait partie de l'univers francophone. Et quand on compte le nombre de locuteurs français dans le monde, je pense qu'on compte les créolophones aussi. Alors que
pour des raisons politiques. Le créole, c'est tout différent du français, c'est une langue tout à fait séparée. Donc, quiconque parle le créole ne parle pas nécessairement français et vice-versa. Au-delà du créole, certains considèrent que l'univers francophone tout entier est menacé par l'hégémonie grandissante de l'anglais. L'anglais est devenu la langue de publication scientifique, il est largement véhiculé par les films et les séries. Partout dans le monde, il est utilisé comme une sorte de langue commune, quasi universelle. Dans ce contexte, la francophonie institutionnelle cherche à mettre en place une stratégie de défense du français et de ses langues partenaires. Mais que sont ces langues partenaires ? Et à qui bénéficie réellement cette stratégie ? J'essaie d'interpréter la notion de langue partenaire et en fait de poser des questions là-dessus parce que les langues n'ont pas d'agentivité. Les langues ne peuvent pas exister sans des locuteurs. Les partenaires dans la francophonie devraient être les individus qui participent dans la francophonie, dont le français avec des nations africaines, par exemple, il y aurait un partenariat. Et je pense que là, c'est là où il y a un partenariat réel. Mais la nature du partenariat m'intrigue. Qui est-ce qui bénéficie le plus de ce partenariat ? Le français ou la France a besoin d'une présence langagière plus manifeste dans les organisations internationales. Donc, selon le partenariat, les pays francophones devraient tous parler français à l'ONU, à l'UNESCO et à toutes ces organisations internationales. Mais personne ne veut promouvoir les langues africaines pour être parlé dans les organisations internationales. Normalement, l'ONU, comme institution nationale, devrait reconnaître toutes les langues des pays membres comme des langues égales. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cela bénéficie bien à la France. En plus, les États africains sont devenus indépendants depuis plus de 60 ans. Mais qu'est-ce qui se passe ? On adopte le français dans les pays francophones comme langue officielle et dans les pays dits anglophones, c'est l'anglais comme langue officielle. Il n'y a pas assez d'efforts pour promouvoir les langues autochtones ou certaines langues autochtones au statut de langue officielle. On est content de les avoir comme langue nationale, mais pas comme langue officielle. Mais ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle en anglais coloniality. Donc la colonisation a peut-être pris fin, mais le système colonial n'a pas pris fin. Et pour moi, c'est une sorte de colonisation interne où le visage des colonisateurs a changé, mais les structures coloniales n'ont pas changé. Tout le monde est complice, je pense, en ce sens-ci qu'on favorise bien que le français continue comme une langue officielle et il faut l'enseigner à l'école et il faut produire des matériaux pour l'école. Les matériaux pour l'école sont produits en France. D'un point de vue économique, cela profite à l'économie française. C'est autant plus de dettes en achetant des matériaux pour l'école en Europe plutôt que de les produire localement. Et il faut trouver des experts et les meilleurs experts sur le français sont les Français eux-mêmes. Donc c'est encore un marché là-bas qui profite à la France et pas aux autochtones. C'est comme si on disait, voilà, tous nous nous regroupons autour de la langue française et on va tout faire pour que la langue française maintienne son statut. Et pour les langues autochtones, on va leur donner des rôles subalternes. Et c'est précisément la situation qu'on a héritée du régime colonial. D'une certaine façon, l'OIF ne voudrait pas qu'on reconnaisse le français comme une langue étrangère dans les pays dits francophones. Comme si le français est naturellement devenu une langue nationale dans ces pays. Et ce n'est pas une langue nationale parce que la majorité de la population dans la plupart des pays ne parle pas français. Et c'est un peu un scandale d'avoir une langue officielle que la majorité de la population ne comprend pas, ne peut pas utiliser, et dont la majorité de la population ont besoin d'interprètes quand ils vont à la cour ou ils vont à l'administration publique. La langue officielle n'est pas en train de servir le peuple, la langue officielle est en train d'exclure le peuple. Et la langue
officielle devient plus ou moins un outil de l'exploitable. Le français reste une langue minoritaire avec un pouvoir économique exponentiel par rapport au nombre de gens qui le parlent, alors que le reste de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, est exclu. Donc, sans un pouvoir économique, il n'y a pas beaucoup de chances qu'une langue puisse s'imposer. C'est qu'il faut, si on veut promouvoir les langues africaines, on doit aussi développer une économie plus forte dans les langues africaines. Et pour utiliser les langues africaines dans l'enseignement, on ne doit pas attendre qu'il y ait une académie qui vous dise quelle forme de langue il fallait utiliser dans l'enseignement, par exemple, ou dans les métiers. Ce sont les gens qui pratiquent l'enseignement qui devraient pouvoir trouver le genre de langue que l'on peut utiliser et petit à petit, on finira par standardiser les choses entre des variantes en compétition. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation, Antoine Dabrowski. Musique, Nikki de Waracles, tiré de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.